tous et merci pour votre présence. Je tiens également à remercier les membres des associations étudiantes de muséologie de l'UQAM et de l'UDEM pour l'organisation exemplaire de cette journée d'études. Donc en fait, ma présentation, est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon? Merci. Donc, en fait, ma présentation est structurée en deux parties. En premier lieu, je vais présenter mon projet de mémoire en précisant la mise en contexte, la problématique, le corpus et mes hypothèses de recherche. Ensuite, j'aborderai le cadre théorique qui puise dans des courants critiques issus des études postcoloniales et culturelles et sur lequel je m'appuie dans mes trois chapitres, en fait. Alors, hop. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Donc, depuis la révolution de 2011 et suite au départ fugitif de Ben Ali, la libération de la parole et la réappropriation de l'espace public par la société civile et par les artistes constituent les événements marquants de l'effervescence post-révolutionnaire en Tunisie. Les mobilisations collectives de certains groupes minoritaires, donc les Amazirs, les Noirs et les Juifs, provoquent un ébranlement inédit du mythe de l'homogénéité identitaire de la Tunisie, une illusion qui serait maintenue depuis des décennies par un discours politique unitaire, éradiquant tout processus de différenciation identitaire, malgré la valorisation paradoxale de la pluralité culturelle par les régimes autoritaires d'Habib Bourguiba et de Ben Ali. Le concept identitaire de la Tunisie, excusez-moi, mais je ne comprends pas ce qui se passe. J'arrive pas à faire, voilà, désolée. Donc, le concept identitaire de la tunisianité, édifié après l'indépendance lors de la construction de l'État-nation par Bourguiba et adopté par la suite par Ben Ali, aurait contribué à voiler toute référence aux groupes minoritaires en imposant un modèle identitaire homogénéisant, imprégné du modèle républicain français. Par ailleurs, le discours politique idéologique aurait eu tendance à reléguer à la périphérie l'appartenance à l'Afrique au profit d'une valorisation de deux espaces de référence identitaire, l'espace arabo-musulman et l'espace méditerranéen, de par sa proximité avec l'Europe et de ce fait pour des motivations économiques et diplomatiques. Le déni d'africanité, l'occultation de l'histoire esclavagiste et la méconnaissance de l'histoire des Noirs tunisiens ont eu pour conséquence de figer dans l'inconscient collectif l'extranéité absolue des communautés noires en Tunisie. L'avènement de la Révolution et le vaste processus de réforme constitutionnelle qui en découlèrent ont donc marqué un tournant historique pour les communautés noires tunisiennes perçues comme étant silencieuses et marginalement intégrées. Face à l'absence de législation qui condamnerait les discriminations raciales, la lutte antiraciste s'est structurée autour de mobilisations de grande ampleur, soutenues essentiellement par des associations civiles créées au lendemain de la Révolution. Consacré pour son statut d'unique rescapé des printemps arabes, l'État tunisien a mis longtemps avant de répondre aux principales revendications des activistes noirs tunisiens. En effet, ce n'est qu'au mois d'octobre 2018 que les députés au sein de l'Assemblée avaient voté une loi criminalisant le racisme. L'événement révolutionnaire a contribué également à de multiples transformations du champ de l'art contemporain, à savoir l'émergence d'une nouvelle génération d'artistes, leur visibilité accrue sur l'échelle locale et internationale grâce à l'accroissement d'expositions collectives et de festivals d'art contemporain dans l'espace public, réalisés hors des réseaux traditionnels des galeries de l'État à cause de l'absence d'un musée d'art contemporain. Soucieux de mettre à profit le rôle sociopolitique d'un art engagé, les nouveaux acteurs de la scène artistique réinvestissent l'espace public et de nouveaux lieux culturels situés principalement dans la capitale tunisienne afin d'engager un rapport participatif avec le public. L'émergence inédite des revendications identitaires et politiques des minorités raciales et la dénonciation d'une discrimination de couleur par la récusation de l'absence des Noirs tunisiens dans les médias et la vie politique m'a amené à enquêter sur ce questionnement identitaire dans le champ de l'art contemporain. En effet, tandis que depuis des décennies, les milieux du théâtre et du cinéma tunisien avaient traité des questions liées à la discrimination raciale, le milieu des arts visuels semble peu enclin à aborder cette thématique complexe.
De plus, et paradoxalement, les mutations profondes qui se sont emparées du champ de l'art contemporain post-révolutionnaire, caractérisé par des approches artistiques activistes et des nouvelles initiatives alternatives d'exposition, n'ont pas engendré une diversité du paysage artistique. Ce dernier maintiendrait donc une certaine forme d'homogénéité conforme à l'identité nationale. Partant de ces postulats, notre problématique s'articule autour des questions principales suivantes. Donc, quelle est la place accordée à l'identité afro-tunisienne dans le discours identitaire dominant de l'art contemporain tunisien? Les nouveaux acteurs de l'art contemporain post-révolutionnaire ont-ils pris en considération les revendications des minorités racisées dans les expositions collectives? Et enfin, quelles seraient les causes qui expliqueraient la perpétuation de leur invisibilisation malgré un changement structurel dans l'art contemporain tunisien post-révolutionnaire? Donc, notre corpus consiste en l'analyse de 2 festivals d'art contemporain ayant pris place dans l'espace public et dont les postures curatoriales reposent sur la combinaison de l'art et l'activisme, donc Dream City, la première biennale d'art contemporain pluridisciplinaire et le festival annuel d'art contemporain Jaou Tunis. L'émergence de ces 2 festivals pourrait être compris comme une critique adressée à la politique culturelle des institutions étatiques en raison de la marginalisation de l'art contemporain par l'État tunisien, mais également comme un acte de résistance face aux agressions perpétrées par certains groupes religieux radicaux envers la scène artistique tunisienne. Créé en 2007 par les danseurs et chorégraphes Selma et Sophie Nwissi, fondateurs de l'association L'Art Rue, Dream City est la première biennale d'art contemporain pluridisciplinaire ayant investi l'espace public et plus précisément la Médina de Tunis. Les artistes sélectionnés sont invités à créer des œuvres in situ, combinant une pluralité de médiums et de disciplines afin d'engager un rapport ludique de proximité et de dialogue avec le public et les habitants de la Médina. Notre intérêt est porté sur les éditions postérieures à la Révolution, donc celles de 2012, 2015, 2017 et 2019, dont les thématiques principales se rapportent sur la place de l'art et le rôle de l'artiste dans la société. Lancé en 2013, le Festival annuel d'art contemporain Jaou Tunis, se donnant pour objectif de promouvoir la scène artistique de la région MENA, figure parmi les événements artistiques marquants de l'effervescence culturelle post-révolutionnaire. Créée par Lina Lazar, spécialiste d'art contemporain et vice-présidente de la Kamel Lazar Foundation, donc c'est la principale fondation qui le subventionne et qui figure parmi les mécènes de Dream City, Jaou Tunis rassemble des artistes, des collectionneurs et des universitaires autour d'expositions et de symposiums académiques portant sur l'état de la culture et l'art en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Donc, nous nous intéressons aux éditions de 2015, 2017 et 2018 en basant notre méthodologie sur l'analyse comparée de ces 2 festivals. Plus en amont, il s'agit d'analyser l'évolution historique des discours politiques et corrélativement de l'identité nationale et de saisir comment cela se reflète dans les discours identitaires des curateurs. Notre objectif est de déterminer leur positionnement face aux discriminations raciales au regard du contexte sociopolitique post-révolutionnaire, et ce, afin de comprendre les processus de maintien de l'invisibilisation des minorités noires tunisiennes dans le champ de l'art contemporain. En effet, malgré une prise de position critique face à la politique institutionnelle étatique et une volonté de promouvoir un art activiste, ces différentes manifestations artistiques s'ancrent dans des discours identitaires dominants, favorisant un dialogue d'ouverture entre les aires d'appartenance arabo-musulmane et méditerranéenne, reléguant toujours l'identité africaine à la marge. Notre hypothèse est que l'occultation de l'identité afro-tunisienne par le champ institutionnel serait révélatrice de l'invisibilisation des artistes noirs tunisiens dans les réseaux de reconnaissance de l'art contemporain. Donc en fait, l'exclusion de la diversité dans la politique culturelle tunisienne est imprégnée par un discours identitaire national issu de constructions sociopolitiques idéologiques marquées par l'héritage colonial. Alors, notre cadre théorique est assez compliqué, est basé sur une approche interdisciplinaire où sont croisés les domaines de l'histoire de l'art, de l'anthropologie, de la sociologie, en les faisant dialoguer avec les études postcoloniales et les théories de l'exposition. Afin de comprendre les mécanismes ayant engendré l'invisibilisation des Noirs tunisiens dans toutes les sphères, donc sociales, politiques, culturelles et artistiques, nous avons mené un travail historique appuyé par des études en sociologie et en anthropologie portant sur la réalité historique des minorités racisées et les origines historiques de leur marginalisation.
Nous proposons également d'examiner l'évolution de l'identité nationale tunisienne à la lumière des discours politiques et idéologiques sous Bourguiba, puis durant le régime dictatorial de Ben Ali, en mettant en exergue l'influence de l'imaginaire colonial français sur leur vision identitaire. Nos recherches nous ont permis de mieux comprendre comment l'évolution historique de l'identité nationale tunisienne a contribué à occulter les pluralités religieuses, ethniques et raciales faisant partie inhérente de la société tunisienne. Donc là, je vous donne un petit exemple de mon premier et de mon deuxième chapitre. Alors, donc, les travaux des historiens tunisiens Rida Tlili et Driss Abessi permettent de mieux comprendre les processus de construction identitaire dans le contexte de la Tunisie postcoloniale et ses rapports historiques complexes avec, d'une part, l'africanité et d'autre part, le panafricanisme. Par exemple, d'après les Dakhli, parmi les raisons ayant précipité la déconstruction du panafricanisme au Maghreb, les causes en seraient en premier lieu l'implication tardive des pays maghrébins dans le mouvement panafricain et en second lieu la puissance idéologique du nationalisme arabe qui a absorbé l'identité afro-maghrébine au profit d'une appartenance à l'identité arabo-musulmane. Les ouvrages de Driss Abessi permettent, à l'instar des travaux de Michel Foucault et d'Édouard Saïd, d'établir des liens entre le pouvoir et les discours du savoir, en considérant que les techniques du pouvoir sont à la base d'une forme de savoir où les identités sont construites et remaniées sans cesse par les idéologies politiques. Par exemple, Driss Abessi interroge dans ses travaux les raisons de l'absence de l'Afrique dans l'enseignement de l'histoire sous les régimes de Bourguiba et de Ben Ali. Il s'avère que les notions de tunisianité, de méditerranéité et d'islamité avaient été privilégiées dans l'enseignement de l'histoire et de la géographie durant la période de gouvernance de Bourguiba et de Ben Ali, ceux qui répondaient à des choix géopolitiques et des idéologies politiques différentes, mais ancrées dans l'héritage du savoir colonial de l'Afrique du Nord. L'africanité est inexistante, ce que Driss Abessi explique en raison de l'imbrication des imaginaires et des stéréotypes raciaux du savoir colonial dans l'enseignement de l'histoire et dans le récit officiel du pouvoir. Ceci a contribué à renforcer dans l'imaginaire collectif la division du continent africain par le Sahara. À l'instar des constatations de Frantz Fanon dans Les damnés de la Terre, plusieurs théoriciens ont également souligné dans leurs écrits les conséquences dévastatrices de la division imposée par le système colonial français de ses possessions d'Afrique du Nord, des régions situées au sud du Sahara. D'ailleurs, comme le remarque l'historienne de l'art allemande Lotte Arndt, un certain discours sur l'art africain, qui soit produit par des acteurs culturels européens par ceux qui sont originaires d'Afrique, continue de perpétuer depuis de nombreuses années une conception coloniale scindant le continent africain en une Afrique subsaharienne et une Afrique du Nord méditerranéenne. Pour reprendre les propos de Lotte Arndt, je la cite, donc l'Afrique est ainsi scindée en deux parties, présentées comme étant culturellement différentes et profondément distinctes. Ces divisions culturalisées et racisées du continent remontent au XIXe siècle, aux expéditions napoléoniennes et à la philosophie hegelienne de l'histoire. Elles participent à ce fonctionnement qu'Édouard Saïd avait décrit comme des géographies imaginatives. Ainsi, nous considérons que les travaux de Frantz Fanon, d'Albert Memmi, d'Édouard Saïd, de Gayatri Spivak et de Stuart Hall demeurent d'une grande pertinence pour penser notre monde contemporain à l'ère des globalisations et surtout pour mesurer les répercussions d'une part de l'idéologie coloniale et d'autre part des nationalismes lors de la construction des États-nations sur les formes d'essentialisation identitaire des anciennes nations dominées. Nous sommes donc intéressés aux ouvrages monographiques de ces différents auteurs ayant développé des pensées critiques sur l'histoire de l'impérialisme, du colonialisme, du racisme et des discours hégémoniques et ses impacts sur le façonnement des représentations identitaires, raciales, sexuelles et ethniques des peuples dominés. Et enfin, pour conclure, nous interrogeons également les usages des systèmes d'assignation qui servent de cadre pour appréhender les productions artistiques issues de la Tunisie, lesquelles ont également un impact sur les discours curatoriaux, les identités, les objets et les individus qui circulent au sein de marchés et d'institutions dédiées à l'art contemporain. En effet, l'art contemporain tunisien semble être défini selon un art global homogénéisant, suivant des dénominations d'appartenance culturelle et géographique. Donc, il est tantôt arabe, tantôt méditerranéen ou maghrébin, mais aucunement selon son appartenance géographique au continent africain. Et en fait, si je m'attarde beaucoup sur cette
ces rapports complexes avec notre appartenance identitaire africaine, c'est parce que c'est c'est ce qui pourrait expliquer, par exemple, à quel point on a des problèmes de renégocier avec cette part de notre identité. Donc voilà, je vous remercie infiniment